Oh, Ah, il arrive. yes. Tranquille. Ça va ou pas? Bien? Tranquille, Ça va? nickel. Bien? Je dis bien ou quoi? Ouais, ça va. Cool. Bienvenue en tout cas. J'ai une vue. Merci pour l'invitation. Normal, normal, normal. Tranquille, installe-toi. Ok, c'est là que ça se passe. Il y a à manger en plus? Bon, parfait, c'est bon. Alors bonjour et bienvenue sur le podcast Chez Ndu. Tony, c'est quoi le principe du Le podcast? principe, c'est qu'on va recevoir une personne qui arrive à vivre de sa passion. Ouais. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Dirty Swift, DJ Dirty Swift. welcome Dirty. Ça va? Tu vas bien? Ça va et vous les gars? Ça va très bien. On est honoré de t'avoir aujourd'hui avec nous parce que Merci pour l'invitation, je suis content d'être là. c'était normal. C'était Ouais, on est bien, il y a à manger, il y a à boire. Vous savez comment me faire plaisir. Ah ouais. exactement. Tu sais, on a étudié ton parcours du début jusqu'à la Ouais, fin, donc on ouais. sait comment te faire plaisir. Toi, on s'est dit, faut qu'on assure. Hein. On va essayer en tout cas. Ouais. Tu viens de Rennes. Ouais. Comment c'était là-bas? Comment t'as grandi? Dans quelle époque? C'était comment l'ambiance là-bas? Moi, je suis de 75, donc j'ai grandi vraiment dans les années 80, on va dire. Et c'est vrai que c'était difficile pour avoir un accès au hip-hop. Évidemment, comme beaucoup de monde en France, c'est arrivé par HIP 84, donc je m'en souviens vraiment très très bien, tu vois. Ça Ouais. m'a rendu fou, que ça avait rendu fou tout le monde à l'époque. Sauf que ça a duré quelques mois et ça a disparu du paysage audiovisuel, mais même musical en France. Ouais. Et à Rennes, c'était encore plus dur, tu vois. C'était vraiment le désert. On n'avait pas de radio locale qui passait vraiment du hip-hop, en tout cas pas à ma connaissance, j'étais petit encore. Comme vous avez pu avoir des Carbone 14, des RLP, des Dynasties, qui ont commencé à faire des trucs, et puis et même avec le terrain vague, des soirées et tout, nous on n'avait pas tout ça, donc c'était vraiment difficile. Et comment t'es venu l'envie de mixer? Il y a eu un petit switch en fait, tu vois, où vraiment je m'intéressais de plus en plus au hip-hop et qu'on écoutait vraiment de plus en plus, Ouais. de plus en plus. En jouant au basket justement dans le sud pour les vacances, j'ai rencontré un gars qui reste un de mes meilleurs amis jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Lawrence Fratboy. Plus tard, il deviendra carrément MC pour DJ Mousse et DJ Snake qui l'accompagneront en tournée. D'accord. Et donc, on s'est rencontrés à l'époque sur un terrain de basket et on est devenus frères, quoi, carrément. Et lui, c'est un Canadien qui habitait à New York, tout ça et tout. Et il avait forcément une meilleure culture musicale que moi. Et il m'a mis un petit peu... il m'a commencé à l'époque, il m'a fait découvrir De Chronique, Dr. Dre, le Ouais. premier, tu vois. Et moi, ça m'a mis complètement dedans. Et en même temps, tu vois, il m'expliquait les lyrics, il me racontait plein d'histoires. Ouais. Enfin, c'était très imagé parce que c'était à l'oral, mais tu vois, ça m'a vraiment, vraiment encore plus mis dedans. Le fait de pouvoir tout comprendre les Ça lyrics. a boosté dans ta tête, Tony. Ouais. Ça m'a boosté. Et vraiment, ça m'a changé. C'est pour ça que pour les premières années, j'étais très fan de West Coast. Après, quand Snoop est arrivé, frère, j'étais fou. Je suis parti à LA, carrément. J'ai pris un billet au-dessus de voyage. Vers 20 ans, je recroise un pote à moi, qui est mon autre meilleur ami d'enfance. On s'était un peu perdu de vue. Et il vient à mon anniversaire chez moi, là, il voit les posters de Snoop, de machin partout, les CD et tout. Il me fait, waouh, t'es à fond et tout. Je fais, bah, frère, j'écoute que ça. Il fait, bah, nous, on commence une émission de radio la semaine prochaine sur une radio qui s'appelle Radio Ouais. Laser à Rennes, qui s'appelle toujours Radio Laser. Et est-ce que tu veux la faire avec nous? Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé la radio. Et comme je commençais à monter, donc là, c'était en 95. Donc, tu vois, j'avais 20 ans déjà. Et comme je commençais à monter sur Paris, soit pour des matchs de basket, soit pour des concerts, j'étais parti voir Naughty by Nature, j'étais parti voir Warren G, ce genre de concert, voilà, tout seul, en montant à Madarom, en me disant que j'allais faire les devoirs chez un pote. Bon, bref. Quand j'ai commencé la radio, je voulais rapporter un petit peu des exclusivités. Donc, je suis allé à Châtelet, je suis tombé sur Sound Records, et j'ai commencé à acheter des maxi en vinyle. De là, bah, j'ai voulu essayer de les scratcher. J'ai été chercher la platine de ma daronne dans le grenier de ma grand-mère. Je suis parti racheter une autre platine juste pour écouter des disques et je suis ressorti avec une Technics MK2 sans rien connaître au DJing, sans savoir que c'était la platine qu'il fallait pour mixer, Ouais. sans rien du tout. Et en plus, sachant qu'elle coûtait, je comptais dépenser, je vais parler en francs à l'époque, ça va me faire passer pour un vrai vieux. Je comptais dépenser 400 francs et je suis reparti avec une platine à 3500 francs, tu vois. Et j'ai loupé un petit peu la première vague, entre parenthèses, que je suis arrivé après, de tout ce qui était Posca, Goldfinger, Cost, Cut Killer, Mais BR. Mais quand Ça sortait des mixtapes dans tous les sens. Et j'étais un petit peu, comment on va dire, il
il y en avait déjà trop. Le marché, il était complètement inondé. C'était hyper dur de se faire sa place. J'ai sorti ma première mixtape. J'ai galéré pour la vendre et tout. J'en ai vendu, hein, quand même, pas mal et tout, tu vois. Franchement, avec le recul, je regrette de pas avoir plus insisté là-dessus, en tout cas. Et déjà, à l'époque, je pense qu'il fallait pas sortir de sa chambre tant que tu savais pas scratcher vraiment correctement et que tu avais un certain niveau. Sinon, t'étais pas du tout respecté par la communauté DJ, même par les clients, je pense. Tu vois, il fallait savoir faire un minimum de choses techniques. Et moi, je me suis beaucoup entraîné avant de sortir et faire mes premiers trucs. Donc, sur ce côté-là, j'étais un petit peu légitime, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais tellement impressionné par toutes ces grands DJ, en fait, tu vois, que j'essayais de faire mon petit truc tranquille, tu vois, pas m'imposer, comme il y en a certains qui arrivent, du jour au lendemain, on sait pas d'où ils sortent, ils essaient de s'imposer. Moi, j'essayais d'y aller mollo, tu vois, je voulais vraiment faire mon petit bonhomme de chemin mollo, ce que j'ai fait, mais ce qui m'a pris beaucoup d'années, tu vois, mais je préférais y aller mollo. J'avais pas le même mindset que maintenant, où maintenant je fonce un peu plus, entre parenthèses. Mais tu connais encore plus ton sujet, enfin tu connais ton sujet. Mais bien sûr, je connais plus mon sujet, donc je connais parfaitement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je sais pas si c'est le côté parce que j'étais de province, il y avait déjà cette légitimité de se faire accepter à Paris, tu vois, d'avoir une stricte crédibilité aussi qu'il fallait avoir à l'époque, d'avoir un certain niveau technique, une certaine connaissance. Tu vois, j'ai dû refaire un peu. J'étais passionné depuis des années, tu vois, et j'avais encore beaucoup de lacunes, même au niveau connaissance musicale, tu vois, il y a plein de trucs que j'ai pas vécu parce qu'on n'avait pas les émissions de radio, parce qu'on n'avait pas l'accès au mixtape que vous aviez ici à Paris, même ça semble con, mais MTV ou BET, tu pouvais avoir et tout, on n'avait pas tout ça, on n'avait rien. Donc il fallait tout refaire, il y avait plein de choses encore à apprendre. Et donc, c'est vrai que j'ai refait un peu mon éducation tranquillement, tout en apprenant, tout en continuant de progresser. En rencontrant des gens. En rencontrant des gens, donc, et dans le tag, des rappeurs avec qui je faisais des premières, accompagnés sur scène, tu vois. Puis je continuais la radio. Du coup, aussi, pour me mettre bien dans le milieu et me mettre encore plus, là-dedans. Et j'ai monté un site, à l'époque, qui s'appelait bandsoulis.com. Donc c'était à une époque où franchement il y avait rien en France, il y avait aucun site. Donc je l'ai monté en 2001, mais je l'ai vraiment relancé d'une manière beaucoup plus professionnelle et mieux adaptée en 2002. Donc bandsoulis.com, c'était un des premiers sites hip-hop en France. On faisait beaucoup de news, je faisais des mix toutes les semaines, ça s'appelait les Bounce Mix, avant que je fasse les mondes des mix beaucoup plus tard. Donc vraiment avec ça j'ai rencontré pas mal de monde, pas mal d'artistes, j'ai fait pas mal de choses. Ça m'a permis aussi de plus. Donc c'était cool parce qu'il fallait le faire parce qu'il y avait rien à l'époque. Il y a à peu près au même moment il y a Bouscapé et 90 BPM qui sont arrivés. Nous on était un petit peu sur un autre créneau, on était un peu plus gossip, on était un peu plus rap carré déjà. Et ça m'a permis aussi de connaître plus de gens dans le milieu hip-hop et de rencontrer d'autres personnes et tout, tu vois. Donc c'était un peu aussi l'idée derrière. C'était il y a un constat, il y a rien en France. Deux, ça peut m'aider moi à rencontrer des gens dans le milieu. Tu vois. Mais c'est bien parce que tu avais déjà un vrai mental à l'époque. Et ce qu'on pourrait se demander, c'est comment tu as pu faire pour cumuler études et mix, parce que donc, tout ce que tu as pu faire, toutes les recherches, monter à Paris, aller à Paris, voir du monde, machin. Comment tu pouvais cumuler les études et mix? Faut être un peu fou. Bah oui. Je suis un peu fou, je pense. Après les études, ça allait. En fait, j'avais grave de facilité pour les études. Donc j'aurais pu faire plus, mais j'étais tellement dans ma passion. C'est pas mal, quand même. Ouais, j'ai fait, à l'époque, c'était Bac C. Encore un truc avec le front qui allait me faire passer pour un vieux. Et c'était, l'avant-dernière année du Bac C. J'ai fait Bac C mention bien, j'ai fait maths sup, maths spé, j'ai fait, ingénieur maître en mathématiques et informatique à l'UP génie mathématiques, l'UP de Dauphine. Mais sans avoir beaucoup bossé. Bon, maths sup, maths spé, j'ai quand même bossé. C'était, bon, de toute façon, c'était avant que je mixe, mais c'était, là, la facilité, il y avait plus du tout, quoi. J'étais avec autant je pouvais être premier de ma classe avant sans rien foutre. Quand j'arrive là-bas, si tu fous rien, il y a que des génies, mec. C'était plus chaud, là. J'avais plus beaucoup de temps pour moi. C'était vraiment les années les plus hardcore de ma vie. Mais j'avais beaucoup de facilité là-dessus, tu vois. Et même dans le travail, après, c'était facile pour moi, donc je faisais le minimum. Et après, ça me permettait de faire ma passion à côté, de faire tout ce que je voulais, tu vois. Donc ça va, j'ai réussi. J'ai eu cette chance et cette malchance parce que
il y a des fois, là on va rentrer dans le côté le canapé, on s'assoit, on rentre comment on dit, psychothérapie. Il y a des fois aussi où ce côté d'être d'avoir cette facilité, d'avoir un travail. Donc j'étais ingénieur, je suis devenu ingénieur pour Cisco, une des plus grosses capitalisations boursières du monde, une grosse boîte qui fabrique tous les routeurs sur Internet et tout, tu vois. Donc le fait d'avoir ça, j'avais toujours le cul entre deux chaises en fait, tu vois. Donc je devais bosser la journée, en même temps j'avais ma passion à côté. Et tu vois, il y a eu même un moment, je me souviens, et c'est incroyable parce que je me dis mais comment j'ai même pu penser à ça maintenant? Tu vois, tellement je kiffe ma vie présente et tu dormais pas beaucoup. Tout ce que m'a apporté je rappelle au hip-hop parce que c'est la base, tu vois, le hip-hop et DJing. Tout ce que ça m'a apporté, ne serait-ce en termes pas juste à moi personnellement une gratification, mais en termes de rencontres. Tu vois, tous les gens que je connais pratiquement, c'est grâce au hip-hop, et au DJing. Tu vois, c'est vraiment ça qui m'a permis. Toute ma vie, elle est construite autour de ça. Mais il y a eu un moment, tu vois, où je savais plus en fait, tu vois, et je me dis, est-ce que c'est pas plus simple de juste bosser la journée? Prendre ton salaire, t'as tes week-ends, t'es tranquille, c'est le vendredi soir, t'es là, tu peux regarder la télé, tu te prends des vacances et tout, tu vois. À un moment, je savais plus, en fait. Il y a un petit moment où j'étais perdu, tu vois. Et ça devait être, tu vois, 2004, 2005, où, niveau DJ, ça décollait pas de ouf, tu vois, j'étais dedans, mais pas dedans, et tout ça, et tout, tu vois. Et après, les premières soirées qu'on commençait à marcher à partir de cette époque, et le monde Dirty Swift a commencé à tourner, donc tu vois. Et ce qui a changé, parce que moi, comme je t'ai dit, j'étais très curieux, et j'étais très curieux aussi de toutes les nouveautés musicales dès le début. C'est-à-dire que dès les années 90, j'écoutais déjà du Master P, du No Limit Records. Quand j'allais aux États-Unis, j'allais dans les blockbusters, t'achetais les cassettes à $3 usagées et tout. Je ramenais tous les premiers films de Master P, des concerts de Cash Money Records, les films avec les Hot Boys où il y avait Lil Wayne à l'époque, les stars c'était Juvenile et Bee Gees. Mais tu voyais Hot Boys qui avaient 13 ans et tout, des films faits à la maison, les gars ils courent, ils tiennent leurs pantalons, enfin leurs baggy super méga large, tu vois, et j'achetais plein de cassettes, je les ramenais et tout, et j'écoutais du Dirty très tôt, tu vois. J'ai pu ramener des vinyles alors que c'était introuvable à Paris parce que les magasins de disques ici allaient se fournir souvent par des plugs qu'ils avaient à New York. Donc c'était beaucoup de sons new-yorkais qui arrivaient ici. Et j'ai rencontré des gens aux États-Unis par quelques voyages que j'avais fait qui avaient des record pools. J'ai ramené des premiers Lil Jon, des premiers Ludacris en vinyle, tu vois. Et donc, je me souviens que, du coup, à l'époque, ça m'a motivé. J'ai sorti une deuxième mixtape en 2001 avec ces vinyles que personne n'avait et que je pouvais les mixer avant que la CDJ arrive ou avant que je puisse me payer une CDJ. Là, tu dis exclu. Boum. Boum, boum, tu vois. Tu pouvais les mixer et tout. J'avais des trucs que personne n'avait en vinyle. Donc, j'ai les premiers Lil Jon en vinyle. Que impossible à trouver en France, tu vois. Et donc j'étais un des premiers à passer du dirty. Et moi je kiffais vraiment, je kiffais cette vibe et tout, mais ça n'a pas été facile. Hein. C'est-à-dire que ici c'était un genre musical qui était pas considéré comme du hip-hop. Les gars ils disaient mais ça c'est pas du hip-hop, c'est de la merde, tu vois. C'était très très mal vu dirty, tu vois. Mais et ça arrivait pas. T'avais des trucs comme Lil Flip Game Over. Je me souviens ça c'était numéro 1 aux États-Unis, tellement numéro 1 que quand Wu-Tang ils sont venus, je me souviens plus exactement de l'année, c'est vers 2003-2004, Wu-Tang sont venus faire un concert au Zénith. En première partie, c'était Lil Flip, tu vois. Mais je passais Lil Flip dans le peu de soirées que je faisais à l'époque. Je passais Lil Flip, c'était DJ Moïse, mec. La foule s'écartait et il y avait plus personne tu vois, personne ne captait le truc, quoi. J'aimerais faire un petit retour en arrière parce que voilà, tu parles du chapitre où t'es à Paris où c'est des moments où tu parles de deux personnes qui t'ont fait mixer. Mais la première fois que t'as mixé devant un public, j'aimerais savoir c'était comment. C'est ça que, tu vois. J'ai du mal à m'en rappeler, mais je sais que c'était à la fac et c'était des soirées étudiants, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, moi, je m'étais mis bien avec le BDE. Je sais même pas si je me suis inscrit au BDE. Je dis, ouais, je mixe et tout, nanana. Donc, on avait fait une soirée à côté de l'amphithéâtre et tout ça. Et, je crois que c'est une des premières fois que j'ai mixé en public. Et c'était un peu bizarre, tu vois. C'est encore l'époque où t'avais des mecs qui venaient me voir. Ah ouais, moi je sais scratcher, tu peux me laisser scratcher. Alors que mix, tu vois, il y en avait tout le temps à l'époque. Il y avait toujours des mecs qui venaient pour te montrer qu'ils savaient scratcher. Ouais. Et les DJ, alors comme je te disais tout à l'heure, il fallait être technique pour être DJ et respecté à l'époque.
Mais il y a des gars qui abusaient, tu vois, ils scratchaient tout le temps, t'es en soirée, tu veux On danser. dit, ouais, c'est bon. Moi, je scratch, mais scratch pour enchaîner Ouais. les disques tu vois, ça reste dans le tempo, tu vois. Qu'est-ce que je dois leur passer à ce moment-là? Comment je dois faire pour les faire danser? C'est clair, je me C'est un souviens, challenge. là, j'avais passé le Cream Pay, tout ça, je m'en souviens bien, et tout, Ouais. tu vois. Des trucs de rap français, alors que vraiment, le rap français, il y en a vraiment pas beaucoup en soirée, c'est impossible presque. Tu vois, même les soirées, il n'y a pas de soirée annoncée hip-hop, les clubs, Ouais. les panneaux, au pire, ils disaient soirée R&B chic, tu vois, tu sais, c'était vraiment, c'était... C'est le mot à la mode. Ah ouais. Non, vraiment, il y avait aucune soirée, même quand je reparle à des cuts et tout, et moi, j'avais l'impression qu'il y avait des soirées partout, parce que, mais en fait, c'était dans des salles, en fait, tu vois, j'avais pas fait attention, en tout cas, à l'époque, que c'était pas dans Ce des détail-là, boîtes, tu vois. Et pour en revenir aux soirées, justement, près de Bastille, au 21, c'était comment l'ambiance là-bas? Franchement, c'était vénère, tu vois. Après, c'est un tout petit endroit, tu vois, mais on passait vraiment ce qu'on voulait, quoi. Vraiment, à cette époque, je me lâchais. Je passais vraiment que... Et puis, Serato venait d'arriver, donc ça aussi, ça a changé, parce que ça semble un détail, et c'est pour ça, on en reparlera après du livre, mais que je parle de l'évolution du matériel. Mais quand Serato est arrivé en 2004, ça a ouvert le champ des possibles. Mais un champ Et tu te sentais surtout plus léger aussi. Oui, déjà, pendant un an, donc pendant un an, ouais, Serato arrive en 2004. Pendant un an, je prenais un bac de disques avec moi. Au chaos. Pas confiance encore avec la technique, Ouais. avec les ordi, tu sais, ça plantait souvent, Ouais. les ordi, les machins. Donc pas confiance à 100%. Et franchement, comme j'ai eu pratiquement aucun problème, tu vois, au bout d'un an, j'ai arrêté. Mais pendant un an, je venais avec un bac de secours au cas où, tu vois. Donc j'ai encore porté des disques pendant un moment. Mais après, j'ai arrêté. Je savais que Serato allait arriver. Et j'avais déjà acheté Final Scratch avant de Stanton, là. Et pendant un an, en prévision de Serato, pendant un an, j'ai numérisé tous mes vinyles de soirée. Ça m'a pris tous les soirs, je rentrais, je numérisais, je faisais ça bien, tu sais. Dirty version, clean version, tellement dans ma tête, je me disais, ouais, si un jour je mixe aux États-Unis et tout, il me faut la clean version. Bon, bref. Instrumental et a cappella et tout. J'ai fait ça, mais un travail d'acharné pendant un an. Ce qui fait que quand il est arrivé, j'avais déjà tout de près, tu vois. Mais c'est bien. Il y a plein de morceaux, c'était impossible de les trouver sur Internet, tu vois. Maintenant, on trouve tout, mais à l'époque, impossible. Mais c'est bien que tu détailles ça, parce que c'est vrai qu'en général, les gens, quand ils disent, ouais, DJ, c'est un mec qui passe du son, qui arrive en soirée, machin, mais c'est bien que tu détailles ce truc de numériser, de faire ci, de ranger les dossiers par style musicaux, machin, année. Mais j'étais un psychopathe, je mettais même les noms des labels, tout ça et tout, là. Bon, maintenant, il y a tellement de sons qui nous arrivent que j'arrive plus à aussi bien taguer mes morceaux, tu vois. À l'époque, je faisais mes trucs bien propres et ça m'a pris un temps de fou, quoi. Numériser, parce que tu redécoupais, t'essayais d'optimiser un petit peu, mais en vérité, il aurait fallu avoir du vrai matos de acquisition numérique avec un ingé son qui booste bien et tout. Bon, bref. Voilà. Et à l'époque, le 21, c'était cool, hein. Franchement, il y avait une belle ambiance, on avait les vrais kiffeurs de ça, tu vois, qui venaient. Et j'ai fait, je te dis, des belles rencontres entre Jourville, même Clara à l'époque qui avait Miskin et tout, donc j'ai été sponsorisé après par Miskin. Pareil, j'étais fierté dans ma tête, sinon j'ai réussi, quoi. C'est une marque qui sponsorise. Le mec qui vient de Rennes, je suis à Paris, je suis là. En plus, franchement, c'était frais à l'époque. Bah oui. Et DJ Pickle, Make It Clap, ouais. Mais t'as parlé de Big Jourville. Justement, au Gibus, c'était comment aussi l'ambiance, comment? Ah, c'était incroyable. Donc au départ, parce que j'avais eu une embrouille, bon bref, ça c'est une petite anecdote, mais on a bien fait les premières Get Crunk parce que j'ai eu une petite. Excuse-moi, mais on aime bien les anecdotes, hein. Tu peux te lâcher, hein. Bon, un jour, je veux aller au Gibus, tu vois, c'est commençait vraiment le côté hip-hop et tout. Je pars avec 2 potes à WAM. Donc on avait bu beaucoup de coca avec beaucoup de bulles. Et on arrive devant le Gibus et tout, tu vois. Et là, ils veulent pas laisser. Moi, ils me connaissaient déjà, mais ils voulaient pas laisser rentrer mes potes et tout, tu vois. Ouais. Et donc, on se prend un peu la tête avec eux et tout ça, là. Et du coup, quand les Get Crunk ont commencé à se lancer, comme j'étais un petit peu embrouillé avec la sécu du Gibus, tu vois, Jourville, il me dit, je peux pas te mettre pour l'instant, tant que l'histoire elle est pas calmée et tout, tu vois. J'avais trop le mort, tu vois, j'étais trop vénère. Donc, les premières Get Crunk, c'était Weedy, mais Fat Staff. Fat Staff. Ah ouais, Fat Staff. Et donc voilà. Et un jour, pour continuer sur ça, c'est à peu près comme ça que ça s'est fait grosso modo. Mais un jour, Fat Staff, il s'est pas réveillé, je crois, tu vois. Ah ouais. Et il a débarqué à 4h30 ou 5h dans le club, genre j'ai dormi et tout, tu vois.
Et bon, je sais pas, il s'est passé un petit truc et du coup, j'ai réussi, j'ai pris sa place, désolé, mais j'ai réintégré les Get Crunk et c'est ce que William, de toute façon, on voulait, tu vois. Et on a commencé les Get Crunk, après sont devenus les Go Swag. Et franchement, c'était incroyable parce que ça arrivait à un moment vraiment pile poil. Là, il y a eu une synchronicité, comme on dit. Quand on a commencé les GetConk, on était un petit peu en avance. Le mouvement Dirty n'avait pas pris. Je suis dit, il y avait plein de gens qui comprenaient pas le délire, qui étaient pas tout dedans. Alors que nous, on poussait à fond, tu vois. Et là, au même moment, tu vois, c'est 2005-2006, t'as YouTube qui arrive. Et nous et tous les jeunes et toute l'époque qui commencent à se prendre les clips. Et là, il y a un clip. Enfin, pour moi, ça a été un tournant. C'est comme ça que je l'ai vécu. Peut-être je me trompe, mais moi, j'ai vécu comme ça. Il y a eu un tournant, c'était Soulja Boy Crank That. C'est-à-dire que le morceau est sorti, je crois que c'était un des premiers morceaux clips viral sur YouTube, tu vois. Et tous les petits jeunes de l'époque qui étaient, on ne parlait pas de hype avant, tu vois, mais qui étaient là-dedans, tu vois. Hop, un jour, je me souviens, je suis au Gibus, ils viennent me voir, ils me tendent une clé, il fait, ouais, tu peux passer ça, s'il te plaît. Ça s'appelle le Soulja Boy Crank That. Je dis, mais c'est bon, les gars, je l'ai, tac. Je passe. Ils s'appellent les Crunking, c'était des danseurs, ils sont 5, ils sont les seuls à faire de la choré dans la boîte, tu vois. Les gens la regardent comme des extraterrestres. Un mois après, mec, quand je retourne pour la GetCon, t'as toute la boîte qui fait la choré et tout. Et ça a été un petit peu viral. Les deux là, tu vois, t'as les Lil Jon qui ont explosé, tout Dirty qui est parti derrière, tu vois. Et là, nous, nos soirées, elles ont vraiment explosé, quoi. Puis en même temps, t'avais le côté, évidemment, tu sais, tous les Just Blaze, les Scott Storch, les Swiss Beats et tout ça, tu vois, c'était des morceaux plus vraiment adaptés aux soirées par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, des groupes home où il fallait vraiment être un hip-hopper, tu vois, pour commencer dessus, tu vois. Donc, il y a eu toute cette vague qui a fait que les soirées, elles ont vraiment explosé. Et moi, j'étais totalement dans mon élément parce que c'est vraiment les trucs que j'écoutais, quoi. Ouais. C'était vraiment une époque incroyable. Donc, ça a explosé. Du coup, un jour, pour l'anniversaire de Clara, t'as DJ Pickle qui passe. Ou 21. Et puis, il entend ma façon de mixer. Et aussi, moi, j'étais un des premiers DJ à mixer hyper vite. Ce qu'on nous reproche de temps en temps, tu vois. Tu parles des... Vite, c'est-à-dire pas scratch vite, c'est-à-dire... Enchaîner vite. Enchaîner vite, ouais. Genre un couplet, refrain et... Ouais, à l'époque, c'était un couplet, refrain, tu vois. Maintenant, c'est un refrain, tu vois. Mais à l'époque, déjà, je faisais un couplet, refrain. Où, des fois, les gens laissaient des morceaux 2-3 minutes, tu vois. Des fois, je mettais juste un refrain quand ça commençait par le refrain. Pour donner de l'énergie, en fait, tu vois. Moi, je voulais juste maintenir ma piste. Mon intérêt, c'était qu'il y ait tout le temps de l'énergie, que les gens, ils dansent, ils chantent, ils aient la choré, ils aient la référence et tout, bam, bam, bam. Ils n'avaient pas le temps de s'asseoir. Non, pas du tout le temps. Tu as pas le temps de tu restes là. Pas le temps de discuter, de draguer. Non, mec, on danse, là, on fout le bordel. Donc, moi, c'était mon objectif, en tout cas. Donc, j'allais assez vite. Et Didier, que je connaissais vite fait des Rimshot, où j'allais avant au Rimshot, je sais pas si ils s'en souviennent, mais c'était à la Seine-Bastille aussi. Rimshot, ouais. Il vient me voir, il me fait, ah ouais, ben, moi, j'ai commencé des soirées, là, qui s'appellent Hip Hop Love Soul, à la Seine-Bastille, DJ One et Mac 5. Et c'est le vendredi, on a un petit problème. C'était sur Génération, les deux. Mike 5 et One. Mike 5 et One étaient sur Génération. C'est sur Génération à l'époque. À l'époque, ouais. Cool, tu vois, ils avaient ce statut-là. Mais ils avaient un problème. Le vendredi soir, les gens sont fatigués de leur semaine et tout. Il suffit qu'il y ait un petit coup de mou à 3 heures du matin. Tu vois, les gens, ils vont rentrer chez eux. Tu vois, ils ont enchaîné toute la semaine. Enfin, il y a deux sortes de populations pour moi. Ceux qui sortent le vendredi, direct après le taf, donc ils vont peut-être pas rester jusqu'à 5-6 heures. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et t'as ceux du samedi, quoi, c'est leur sortie de la semaine. Après, ils vont squatter, ils vont s'habiller comme il faut. Mais, et là, ils vont sortir plus tard. Mais le vendredi, en général, à l'époque, en tout cas, ça rentrait un petit peu plus tôt. Et du coup, il me dit, vas-y, moi, je testerais bien de te faire venir 2 fois 20 minutes. Tu vois, genre vers 2h30, 3h, et vers 3h30, 4h. Bon, t'as un petit coup de boost à la soirée. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait, et ça a marché direct, en fait. Tu vois, du coup, tu vois, ça a relancé. Moi, je passais des trucs que E1 et Mac 5 passaient pas à l'époque. Donc vraiment, je lis que du Dirty, du Swiss Beats, des trucs comme ça et tout. T'avais Jabal au micro et tout, et on s'entendait super bien aussi. Donc, ça a remis une énergie et ça a bien marché. Et Hip Hop Soul, qui fonctionnait déjà pas mal, à part ce problème, a vraiment commencé à vraiment prendre et tout. C'était vraiment une folie. C'était une fois par mois à la Seine-Bastille. Et c'est fou de Omax et DJ, à l'époque, ils l'ont carrément emmené à l'Élysée Montmartre, tu vois. Ouais. Tu vois. Et je me souviens qu'ils nous avaient fait la surprise. On avait mixé avec Iwan
pour une autre soirée, je crois que c'est pas une Pop Soul, au Club Haussmann, tu vois. Et pendant la soirée, ils ont annoncé le truc sur l'Élysée Montmartre. Et moi, j'étais avec Ewan, on regarde ça, on fait wow, on va se retrouver à l'Élysée Montmartre, tu vois, c'est un truc de ouf. Il n'y avait pas de soirée hip-hop à l'Élysée Montmartre à l'époque. Il y avait quelques soirées house, des concerts, évidemment, il y a beaucoup de concerts. J'ai vu plein de concerts là-bas, mais il n'y avait pas de soirée hip-hop. C'était vraiment les premières. Et puis c'était un pari, franchement, c'est vrai que quand on, à l'époque, parce que c'était vraiment un pari incroyable. Quand on parlait de ça, quand on parlait de soirées là-bas, Élysée Montmartre, on se disait, les soirées, c'est les soirées de un tel. Ah, ça savait déjà. C'était, et ça a fonctionné. Ouais, Ça a fonctionné de fou, quoi. Et mais là, c'était la pression. Franchement, pour le coup, je peux te dire que je bossais à l'époque, je prenais 1 ou 2 jours de RTT, je travaillais mes sets de ouf. En plus, on les préparait en avance, on écrivait vraiment une histoire et tout. Enfin, c'était, et ouais, franchement, la première fois que je me suis retrouvé à l'Élysée Montmartre, j'en menais pas dur, hein, tout seul sur la scène, j'en menais pas large. Et c'était incroyable. Mais justement, c'est bon, parce que c'est vrai qu'on voit que ça a été, ça s'est vachement enchaîné pour toi. Et est-ce que tu as eu un moment de solitude dans tout ça ou un grand moment de solitude, c'est-à-dire ou tu t'attends que ça fonctionne et en fait le public ne réagit pas ou un problème technique ou ouais, ça il y en a 1 million, ça arrive toujours. le plus mémorable alors. À part que quand je te dis mon DJ Moïse avec qui il flippe, ça avait marqué. C'est la Seine-Bastille d'ailleurs. Non, beaucoup plus tard, franchement, sur il y a un autre matériel qui a changé ma vie, c'est Phase quand c'est arrivé. Tu vois, Phase c'est incroyable. Donc Phase, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça permet de comment on va dire. Au lieu d'utiliser la cellule quand tu mixes sur Serato, tu vois, tu poses ta cellule sur un disque. Ouais. Ce disque, il a un timecode qu'envoie le timecode donc à l'ordinateur et tu sais où tu trouves sur le disque. Phase, il permet de remplacer. C'est juste un petit truc que tu poses sur le disque. C'est magique, hein. Et non, c'est magique de fou, quoi. Et il y a un petit récepteur qui lui l'envoie comme si c'était du timecode à l'ordinateur. Ce qui fait que t'as plus besoin de vinyle de bonne qualité, de platine. Parce que des fois les platines, même les MK2, c'est intéressant pour le moteur les MK2, mais des fois c'est des vieilles MK2 avec des RCA qui sont en mauvais état, la platine elle peut être en mauvais état dans tous les sens, ta cellule, ton diamant, ton disque peut être en mauvais état et t'avais pas un signal propre, tu pouvais scratcher, enfin avoir plein de problèmes, ça en fait ça a changé ça, il y a plus tous ces problèmes, c'est incroyable. Et au tout début de Phase, je l'ai utilisé pour la première partie de Snake à Paris La Défense Arena. Donc là, on est déjà en 2020, tu vois. Et je fais mes balances, tout va bien, pas de problème. Mais une fois les 40 000 personnes dans la salle, tu vois, ça marche par Monde Radio, tu vois. Je suis là, je fais. Du coup, tu vois, ça genre, il y avait 2-3 secondes de décalage et tout, il y avait rien qui marchait et tout. Je fais, waouh! Et j'essaie et tout. Et là, j'étais tout seul, mec. T'as 40 000, je suis tout seul sur la scène. Je peux pas dire, pardon, excusez-moi et tout. C'est à moi. Les lumières étaient éteintes, la lumière sur WAM et tout. Donc, j'essaye. À un moment, il y avait des cellules quand même sur les platines vinyles. Je les avais même pas testées. Donc, dans la panique, j'essaye de les mettre. Ça coupe le son et tout. Une folie. Je suis bon, vas-y, c'est pas grave et tout. Je prends le micro en même temps, je passe en interne et ça va. J'avais une demi-heure sur les 10 premières minutes, j'avais pas trop de phase de scratch et tout, tu vois. Donc je fais tout en interne et tout, et de temps en temps je reteste pour voir. Et au bout de 10 minutes, elles se remettent à fonctionner comme tu vois. Mais frère, panique. Pression. Je pense que personne n'a rien vu. On l'a vu. Le moment où ça a coupé le son pendant 1 seconde où tu vois j'ai mis le son. Merde, ça marche pas. Mais ouais, panique totale, tu vois. Et puis là, c'est vrai qu'une seconde, pour un DJ, c'est énorme, mais pour le public va pas remarquer. Ouais, bah, ici, ils ont entendu. Enfin, ça a coupé, tu vois. Ouais, mais bon, eux, ils sont dans leur truc, ambiance, machin. Donc, merde, je touche le micro. Ouais, ça a été un moment de grosse solitude, tu vois. T'as beau avoir 40 000 personnes autour de toi, mais t'es là, tu dis, bon. Et tu peux pas, tu vois, t'as pas d'excuses. Le public s'en fout, quoi, tu vois. Ah oui. Connaît pas Phase, connaît pas Serato, il s'en fout, lui, tu vois. Donc, ça sert à rien de leur expliquer, tu vois. Tu peux pas dire, j'ai un problème sur on veut du son, on veut de la musique. On veut de la musique, et tout, tu vois. Donc, bah, vas-y, tu vois, j'y vais en interne et j'essaie de le faire. Et c'est là que l'expérience, en fait, elle aide, tu vois, parce que. Exactement. Je pense que j'aurais été un DJ avec moins d'expérience
j'aurais été en panique totale, tu vois, j'aurais fait n'importe quoi, je serais en partie, et là, est-ce que m'a fait chier, mais j'ai pas eu de panique, tu vois, je vais m'adapter, je vais trouver une solution. Tu vois, je sais pas, je me suis dit, je suis foutu. J'ai dit, c'est quoi la solution? Pour trouver, et boum, j'ai trouvé la solution en attendant et j'ai retesté le truc. Et c'est là que je te dis, l'expérience, ça aide. Tu vois, ça aurait été à l'époque, les premières soirées à l'Élysée-Montmartre. C'est là, tu dis, mince. J'aurais été comme ça, j'aurais pas réussi, quoi. J'aurais pas réussi. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que ça veut dire en interne? Parce que tout le monde ne connaît pas Serato. Excusez-moi, ouais, c'est vrai, pas faux. En interne, c'est-à-dire que j'utilise plus les vinyles pour contrôler les sons qui sont dans mon ordinateur. Je me mets en mode interne et là, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton play directement sur l'ordi et ça joue tout seul, comme s'il n'y avait pas de matériel, à part la table de mixage pour monter et descendre mes niveaux. J'utilise plus les platines pour contrôler mes sons. Donc comme ça, il n'y a pas de problème de signal qui arrive à l'ordinateur. Tu nous as parlé beaucoup de Dirty, tu vois, le style musical. Dirty ça. Ouais, voilà. Parce que j'ai peut-être pas le même accent que toi, c'est pour ça. Tu sais. Non, on s'est posé la question avec Nguyen, on s'est dit, mais c'est peut-être de là qu'il prend son nom d'artiste. Rien à voir, en fait. Ah ouais, rien à voir. En fait, à l'époque, donc au début, c'était juste DJ Swift. D'accord. Que j'avais un peu pompé. On va revenir à Cut Killer, mais un jour, il invite les Alcoholics. Ah oui. Alors, DJ s'appelait E-Swift, tu vois. Et un des rappeurs des Alcoholics, je me souviens plus leur blaze, arrêtait pas de dire E-Swift, 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 tu vois. J'ai dit, putain, ça sonne bien et tout, tu vois. Et après, j'étais fan de Snoop. Et à un moment, j'entends, il dit, I'm too swift on my toes to be caught up with the hose. J'ai fait, putain, Swift, ça tape et tout, tu vois. Donc, j'ai pris Swift, ça tu sonnait, vois. Ça sonnait bien et tout. J'ai fait, DJ Swift. Et il y avait un autre DJ Swift, que j'ai jamais trouvé, je sais pas où il était. Mais il y avait un autre DJ Swift en France. Et il avait fait des concours DMC en plus et tout à l'époque, tu vois. Je m'en souviens. Et il y avait des gens qui m'appelaient, puis ouais, t'es inscrit et tout. Je fais non, c'est pas grave et tout. Et ça m'a cassé la tête. Et donc ma première mixtape, je l'ai sortie sous le nom de DJ Swift et aka Fat Def. Fat parce que j'étais bien fat à l'époque, tu vois. Je suis monté jusqu'à 120 kilos même à l'époque. Et Def parce que quand je te disais la dernière fois. Excuse-moi, en fait, dans ton livre, je crois qu'on il y a des photos dans mon livre. Il y a des photos exclusives, hein, franchement. Photos exclusives de. D'ailleurs, on a mis du temps à te reconnaître. Un petit peu. Et donc, et Def, parce que comme je te disais tout à l'heure, j'étais un curieux à la maison à scratcher. En fait, mes potes, quand ils étaient à la maison, ils me parlaient, mais j'étais tellement concentré dans mes scratchs et mes mix que j'entendais jamais. Donc, ils m'appelaient Def, tu vois, Def en anglais, ça veut dire sourd, tu vois. Enfin, Death. Non, Def plutôt. Et donc, c'était gros sourd, quoi, tu vois. Donc, DJ Swift et gros sourd, et Fat Def. Et puis après, bon, je trouvais pas ça super ouf. Donc, avec mon pote Lawrence, j'en parlais tout à l'heure, on a cherché et au début, on avait trouvé Roddy Swift, qu'on avait Masterpiece, disait Roddy, machin. Et puis on est venu à Dirty et on trouvait que ça sonnait bien. Ouais, Dirty Swift, ça sonne bien et tout, c'est cool et tout. Donc j'ai vraiment cherché pendant longtemps, tu vois. Et voilà, mais rien à voir avec le Dirty South à la base. D'accord. Mais par contre, tu vois, quand on parlait des hip-hop soul et tout, à l'époque, DJ recevait des appels où, avec juste mon nom sur le flyer, les gens l'appelaient, tu ouais, Dirty Swift, c'est quoi ça? Il va passer du Dirty South, c'est pas du hip-hop et tout, tu vois. Donc le nom, il m'a un peu desservi, tu vois. C'était handicapé, ouais. Donc, enfin à l'époque, mais moi, ça va, tu vois. Plus personne ne fait ces associations ou de toute façon, c'est devenu entre parenthèses un nom à part entière. Mais même aux États-Unis, en fait, on s'en rend pas compte. Mais Dirty, c'est genre, tu vois, pourtant on connaissait OGB, ou Dirty Bastard, et tout ça. Mais Dirty, genre, c'est vraiment sale, tu vois. Crade. Donc, j'avais fait des soirées là-bas et tout. Ils mettaient D''Swift, tu vois. D''Swift, tu vois. Dirty, ça, ils avaient trop peur, les organes. Ils laissent tomber. Bon, maintenant, moins, tu vois, mais bon. Ouais. Donc, rien à voir avec Dirty South, pour finir. D'accord. Et par rapport à ça, comment tu gérais ta communication par rapport à ce nom que tu avais? Comment tu gérais ton statut d'artiste, de DJ sur les réseaux et tout ça? Et jusqu'à aujourd'hui, comment tu fais? Comment tu gères? Écoute. Ton image, ta communication? C'est pas facile. Après, j'ai toujours été geek, hein, forcément, de par déjà mon métier à la base, mais toujours été geek, donc toujours été à fond sur les réseaux, même si j'ai pas les réflexes de la nouvelle génération. J'ai pas me fini face cam à raconter ma vie et tout, c'est pas trop mon délire, tu vois. Non, j'ai toujours ce côté justement dirty, sale. J'ai toujours essayé de le mettre en avant, tu vois.
Tu vas aller dans Dirty Swift, ça va devenir sale à un moment donné. Ça va être le bordel. Moi, c'est ça qui m'éclate. Je veux rendre fou les gens. Je veux que on me dit j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal partout parce que tu nous as fait danser, parce que tu nous as rendu fous. Moi, il y a que ça qui m'intéresse. Tu vois. Et moi, je veux le vivre comme ça. Je veux que ça soit un moment, une soirée, je veux que ça soit un moment intense, en émotion, tu vois. Et tu vois, t'as plein de choses à raconter dans une soirée. Et que pas que ça soit tout droit, tu vois, comme des fois j'entends, passer par ici, passer par là, les ramer, redescendre, repartir, les éclater, avoir, tu vois, maintenir la pression à un moment donné, tu vois. Moi, c'est ça que je veux en faire. Et c'est ça que j'aime faire. Tu vois, j'aime quand je suis derrière les platines. Et c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux au monde. Alors, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Il y a des moments, le public est plus ou moins réactif. Et toi, t'es plus ou moins bon. Hein. C'est comme les sportifs. Hein. Des fois, il y a des jours où on est bon, et des jours où on est moins bon. Ça arrive, tu vois. On est humain. On est humain, tu vois. Il y a plein de trucs, tu vois. Même si on est des grands professionnels, il y a des moments où juste, on n'arrive pas à capter. Je sais pas. Il y a un truc qui se passe pas, tu vois. Donc ça arrive. Et à quel moment tu te dis bon, ok, là, c'est bon. J'arrête le métier d'ingénieur informatique et je vais vivre exclusivement en fait de ma passion DJing. Bah, ça arrivait en 2014-2015 et franchement, c'était même pas trop calculé. J'arrivais au bout d'un cycle. Franchement, j'étais pas du tout assidu à mon travail, tu vois. Et, ça se passait plus très bien. Et en plus, le travail avait changé, donc ça me plaisait plus. Avant, moi, j'aime bien créer, j'aime bien faire des choses. Et avant, en tant qu'ingénieur, je développais des programmes, je répondais à des besoins et j'apportais une solution. Ça me plaisait. Et à la fin, je faisais plus du management, tout le développement, il était fait en Inde, par exemple. Donc, je devais gérer des équipes pour faire le pont entre les équipes en Inde et la direction aux US. En fait, ça se passait plus bien. Donc, on arrivait à la fin d'un cycle, donc on s'est mis d'accord pour arrêter. Et puis, moi, c'était à la veille de mes 40 ans, donc je me suis dit, vas-y, j'essaye, tu vois. Et à l'époque, je voulais plutôt faire je voulais faire et DJ et aussi faire plus de son. Ce que j'ai pas vraiment fait. J'ai sorti quelques trucs, mais pas assez encore. Mais, et ce qui est incroyable, des fois, la vie, c'est comme ça. On parlait de synchronicité tout à l'heure. Là aussi, tu vois, c'est sans que ça soit calculé. Donc, j'arrête avec Cisco. Il y a Move, un Bruno Laforesterie qui m'appelle, Move qui se monte. Le Move existait, mais était rebrandé en Move, en radio hip-hop. Et monter une team de DJ d'ailleurs. Et donc il m'appelle, et il me propose le truc. Alors, au départ c'était juste une émission par semaine, tu vois, 1 heure de mix. Et mais je me retrouve en tant que Move DJ placardé sur des amis et tout. Et ce qui est incroyable, c'est que donc début 2015, sans que rien ne soit calculé, c'était un jeudi, je sais plus, c'était en début février. Le matin, je rends mon badge Cisco et l'après-midi, je récupère le badge Radio France. Sans qu'il y ait rien calculé, quoi. Le même jour, les deux m'ont donné. C'est pas moi qui ai pris les rendez-vous le même jour. Les deux rendez-vous. Ça s'est passé. Le même jour. Là, je me suis dit, il y a un truc quand même, tu vois. Donc, des fois, ça arrive comme ça. Et après, Move, ça a été une expérience incroyable. Donc, je suis dit, au début, c'était une émission par semaine. Le vendredi de 1h à 2h du matin, c'est le créneau qui sert à rien, en gros. Mais ça a commencé à marcher. Ils m'ont remis à 23h. Puis après, il y a Facebook Live qui est arrivé. On a commencé à faire les émissions en direct. Et là, j'ai commencé à parler à l'antenne. J'ai remplacé Muxa pendant ses vacances pendant 1 mois. Et là, j'ai parlé avec, c'était Romain l'animateur, et on a commencé à bien déconner à l'antenne et tout ça. Et il y avait une nouvelle émission, là, on arrive en 2016, qui se montait pour le 16-17, un créneau qui marchait pas encore à l'époque sur 16-17. Le 17-20, pardon, le After Work, l'After School. Et quand ils ont vu que j'étais carré, j'étais toujours à l'heure, j'étais motivé, tu vois, j'étais vraiment à fond, tu vois. Ils m'ont proposé de faire la quotidienne. Et au début, c'était juste des mix, donc donc un mix de 10 minutes au début de chaque heure pendant les 3 heures d'émission. Et petit à petit, avec Romain, et Salma, on savait ce qu'on voulait faire. On voulait plus nous intégrer dans l'équipe, qu'on soit une vraie équipe, autour du micro, et co-animateur en plus des mix. Et c'est ce qu'on a fait petit à petit. Je suis venu en plus co-animateur à dire mes conneries, le côté dirty sale qu'on parlait tout à l'heure. Là, c'était aussi sur toutes les conneries que je disais à la radio, qui sont pas tout à fait moi, mais c'était un personnage que tu donnais. C'était un personnage que je jouais. On a mis un petit peu de temps à trouver, mais sur la fin, c'était vraiment le personnage, un peu sadique. Et ça t'a permis d'augmenter ta notoriété, donc totalement. Notoriété et notamment tes cachets. Ouais. Alors totalement, franchement,
il y a eu quand même, à une époque, Gibus et Hip Hop Losoul avaient vraiment une résonance dans toute la France. C'était incroyable. Ouais. Tu voyais, même au Gibus, tu voyais des gens, parce que ils arrivaient à minuit, tu sais, ils venaient là pour passer le week-end au Gibus, donc ils voulaient optimiser leur soirée. À minuit, ils étaient là, tandis que les Parisiens, ils arrivaient à 1h30, 2h, tu vois. Mhm. Mais minuit, t'avais tous les provinciaux qui venaient et tout, toutes les images du Gibus et tout, ça rendait fou dans toute la France. Il n'y avait aucune boîte comme ça. Et à l'époque, ouais, je tournais quand même déjà pas mal en province, parce que ces soirées avaient vraiment une résonance, tu vois. Euh, et un peu moins dans les années enfin de 2010 à 2015, arrêt du Gibus, Ouais. on va dire plus une standardisation des soirées, il y en a beaucoup plus, tous les concepts sont un peu mélangés, il n'y a plus de révolution en tout cas dans les soirées entre parenthèses. Ouais, le move, l'exposition que ça m'a donné, c'est clair que ça m'a permis d'aller à me faire connaître vraiment sur la France entière et de faire beaucoup de soirées en province. Alors, évidemment, ce qui est bien, c'est que ça permet aussi d'augmenter tes cachets, de faire moins de soirées, parce que j'explique dans le livre, on en reparlera, mais on a moins de résilience, plus on vieillit, moins de résilience. Je peux plus Ouais. faire 6 soirées par semaine. Ouais, c'est... Surtout que j'ai plein d'enfants, je peux plus faire 6 soirées par semaine, donc je préfère faire moins de soirées, des soirées de meilleure qualité et avoir un meilleur cachet, tu vois. Ouais, Et ouais. j'ai pas bossé pendant 20 ans pour avoir le même cachet que j'avais au début, Ouais. normalement, tu vois. Exactement. Mais par contre, les cachets on va parler français, hein, c'est beaucoup plus dur, même avec une autorité, d'augmenter tes cachets sur Paris, parce que il y a 1 million de DJ, parce que tout le monde dit oui à n'importe quel prix, tu vois. Pour une bouteille de champagne, ça arrive. Ouais, combien de fois il y a des gens qui m'ont proposé à l'époque, oh mais t'inquiète, on te met bien, on te met une bouteille. Déjà, faut savoir qu'il a payé 10 balles la bouteille chez Métro, donc c'est comme s'il te proposait 10 balles pour mixer, donc non, laissez-nous tranquilles. Et même à un moment, je voulais monter un syndicat des DJ et tout, tu vois, Ouais. parce que je voulais qu'on se protège, je voulais déjà qu'on soit plus unis face à justement cette tarification qui permet à beaucoup de DJ, même en bossant plusieurs nuits par semaine, de pas vivre de leur métier, parce que c'était payé 200 balles, 150 balles, 100 balles, voire 50 balles sur facture. Il faut que tu mixes matin, midi et soir à ce moment-là, c'est pas possible. Et après, bon, il y avait plein de choses aussi. On n'est pas, tu vois, on n'a pas de comment ça s'appelle, de mutuelle, on n'a pas Ouais. d'assurance, on cotise pas vraiment pour la retraite. Si on a un problème, demain il y a le feu dans la boîte de nuit où il y a un mec qui tire et tu te fais planter, tu te fais casser une bouteille sur la tête. Ça peut arriver en boîte de nuit. On voit des choses qui se passent. Ouais. Tu te casses la main, même en allant au club la nuit, il pleut, tu tombes, t'es en scooter, je sais pas, tu te casses la main. T'as plus d'argent qui rentre, t'as plus rien. Même souvent quand t'es pour accéder aux platines, des fois t'es obligé de monter quelques marches, tu peux tomber. J'ai monté des échelles même, des fois, dans certaines boîtes. Tu fais, mais les gars, c'est comment? Non, tu vois, donc on n'a aucune protection, il y a rien, il y a aucun vraiment statut. Donc c'est un truc dont j'en parle dans le livre aussi, mais faudrait s'y intéresser. Est-ce que c'est pas la prochaine étape? Peut-être que c'est... Je sais pas. J'avais essayé, tu vois, mais après moi je suis pas très bon. Les papiers, tout ça, j'aime pas trop, tu vois, ça me saoule. Et c'est vrai qu'il faut être un petit peu procédurier, tout ça. Donc je suis pas trop fan de ça, mais peut-être que ça va venir avec l'âge venant. C'est ça, après de dire, bon, je mixe un peu moins, mais bon, j'ai peut-être plus de temps pour ça. Tu vois, enfin, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire là-dessus, tu vois. Il y a quelques trucs qui se passent, mais avoir vraiment, tu vois, être reconnu, tu vois, avoir un statut. Et, on en reparlera après, mais tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre, c'est qu'on n'est pas reconnu en tant que métier. Et justement, une période qui a été sale justement pour l'événementiel, c'était la période du Covid. Ouais. Comment ça s'est passé? Parce que justement, tu disais que les DJ n'avaient pas justement de couverture, de protection, d'assurance, enfin tout ça, de dire bon bah là on peut pas travailler. Comment tu l'as vécu ça? Comment t'as fait pour vivre aussi? Ouais. Alors moi j'ai eu double chance à l'époque, entre parenthèses. C'est-à-dire que je travaillais à la radio, donc j'avais un salaire et on l'a dû arrêter. Je sais plus, 2 semaines, je pense, ou 1 ou 2 semaines, je sais plus, au tout début, quand ça nous est tombé dessus, le confinement, et le temps de remettre tout en place et tout ça. Et après, on a fait des émissions depuis la maison. Donc, je continuais mes émissions, donc, depuis chez moi, tous les jours, de 16h à 19h. Donc, j'ai pu toucher mon salaire à la radio, parce que j'étais payé quand même sur Move. Et en même temps,
Moi, je fais mes déclarations, je fais mes soirées, c'est sur facture, je les déclare toutes. Donc, c'est Ouais. l'URSSAF, je suis cotisé à l'URSSAF. Et tu vois, j'étais bien content d'avoir cotisé à l'URSSAF parce que même si ça fait chier, là, tous les 3 mois, quand tu payes tes 25%, mais au final, Mais quand il y avait rien. bah, ils ont aidé tous les auto-entrepreneurs. Et donc, bah, je touchais, je sais plus, au début, c'était 1500 balles, je crois. Et après, c'était basé sur ton chiffre d'affaires et tout. Donc, ça m'a permis de tenir. Mais j'en connais beaucoup qui déclaraient pas. Ouais. Euh, Comme on dit, ils étaient morts dans le film. et ça a été dur, tu vois. Donc ouais, moi là-dessus, comme j'étais, ouais, je déclarais bien, tu vois. Donc, j'avoue que ça faisait mal, hein. Tu vois, Ouais. quand on enlève 25%, tu fais, surtout tous les 3 mois, si tu les as pas mis de côté, t'arrives au bout de 3 mois et tu vas payer, je sais pas combien, tu fais, merde, putain, merde, ça pique. Mais au final, bon, j'étais content de les payer. Donc voilà, mais ça a été une sale période pour nous quand même, parce que au-delà de ça, le côté, l'aspect financier, on a été vraiment traité, euh, déjà non traité dans les médias et par le gouvernement traité comme des moins que rien, comme pas du tout faisant partie de la culture. C'est pour ça qu'après le livre j'ai appelé Culture DJ, parce que on a été les premiers qu'on a arrêté. On nous a pointé du doigt limite comme les fautifs de cette histoire, tu vois. Alors que pas du tout, tu vois. Il n'y a pas encore même beaucoup d'infos. Et on nous a vraiment fait comprendre, en tout cas pour le milieu de la nuit, et donc les DJ forcément, qu'on était ceux qui servaient le moins dans cette société, Ouais. quoi. Et qu'on faisait pas partie de la culture. Vraiment, la culture, non, le DJing et la fête, le monde de la nuit, non, ils sont encore restés aux périodes clichés, alcool, nana, drogue, Ouais. tu vois les lire. Alors que nous, à la base, si on est là, déjà c'est pour la musique. Déjà une première chose, en tout cas pour moi, pour beaucoup de gens, c'est quand même la musique qui nous emmène vers ce type de métier, tu vois. C'est pas la fête et les excès de la fête. Forcément, c'est cool de faire la fête et on veut faire la fête. Comme je disais tout à l'heure, on aime, euh, on aime se perdre, tu vois. Mhm. Moi, la boîte de nuit, je veux que ça devienne un sanctuaire où quand tu rentres, tu oublies tous tes problèmes qu'il y a dehors et tu te laisses juste aller sur la musique et les mix du DJ, tu vois. C'est ça que je veux qu'il se passe. Donc, mais eux, ils voient pas ça comme ça. Et nous, on est là, ouais, pour la musique et pour quelques gars comme moi, et j'espère la majorité des DJ aussi par l'amour du mix, l'amour du DJing, qui est une passion et qui est pour moi un art aussi, tu vois. Et j'essaie de le défendre comme ça. Mhm. Mais non, le gouvernement nous a dit que non. On était vraiment ceux qui servaient le moins, les premiers qu'on ferme, les derniers qu'on rouvre. Donc c'est là aussi que je voulais en venir avec le livre. Ouais, tu vois, il y a Voilà. plein de choses à expliquer. On va en parler. Et il est là, il est là. Donc, tu viens de sortir ce livre qui s'appelle Culture DJ. Ouais. Pourquoi avoir voulu sortir ce livre? Absolument, quand même. Qui est un pavé, tu aurais pu sortir. Ouais. Écoute, il y a plein de raisons. Je te dis, l'histoire du Covid où on nous a dit qu'on faisait pas partie de la culture et qu'on était les moins utiles de la société. Il y avait un manque, comme à l'époque de bombsolice.com où il y avait pas grand chose sur Internet. Je me suis dit, niveau livre, il n'y a pas grand chose. Il y a quelques livres sur DJing, mais très peu par rapport à là où on voit, il y a beaucoup de livres autour du hip-hop ou du rap Ouais. et tout ça, tu vois, mais autour du DJing, il y a vraiment très peu de choses, encore plus au niveau français, et encore moins écrit par un DJ, en fait. Moi, l'idée autour de ça, c'était aussi de donner le point de vue d'un DJ, tu vois, de l'intérieur. Alors, il y a des journalistes qui font très bien leur boulot, tu vois, mais ça reste un travail journalistique. C'est un journaliste qui écrit un livre sur le DJing. Ouais. Moi, je vais donner mon point de vue, Ta de vision. passionné, d'acteur de cette culture, de mec qui a donné plus de la moitié de sa vie pour Qui a traversé faire les ça, époques avec, ouais, mais ouais, ouais. et qui veut qui veut en parler, qui veut le promouvoir, qui veut l'expliquer, qui veut le transmettre. Donc ouais, c'était ça l'intérêt. Et puis je voulais mettre en avant plein de gens qui, je pense, n'ont pas été mis en avant au cours du temps. Parler de plein de choses dont on ne trouve aucune trace, tu vois. On parlait des magasins de disques tout à l'heure. Il y a rien dans l'histoire. C'est-à-dire, il y a Ouais. aucun livre,
aucun reportage, même sur Internet, tu trouves rien sur LTD, Urban Music. T'as quelques trucs sur Ticaret parce que en ce moment il y a quand même beaucoup de reportages sur les chaînes, sur les débuts du hip-hop et tout, et Ticaret en fait partie. Mais sinon il y a vraiment vraiment que dalle, peanuts. C'est vraiment très très dur. Donc il y a tout ça. Et il y a aussi un truc qui m'a pas mal marqué. On parlait du Gibus, les Hip Hop Love Soul, par exemple, qui ont été pour moi les 2 soirées qui m'ont le plus apporté. Et je croise, il n'y a pas une semaine qui se passe sans je croise des gens qui m'en parlent. Mais quand ils m'en parlent, ils ont les petites étoiles dans les yeux. Tu vois ce que je veux dire? C'est une époque, c'est des choses qui les ont marquées. Et pareil, il y a pas dans les livres d'histoire. C'est pas un livre d'histoire, mais c'est quand même l'histoire du DJing. Donc il y a rien pour écrire ça. Ça vit dans la tête des gens, des 10 ans, 15 ans, 20 ans après, et pour certaines soirées dont je parle, encore pire, tu vois. Ça vit encore dans le mémoire des gens, mais c'est pas écrit, quoi. Je me suis dit que c'était important d'en parler, de parler des émissions de radio aussi qui nous ont percé, que moi j'ai pu louper. On parlait tout à l'heure des Carbone 14, des R&P, des Dynasty, même Phil Barnet à l'époque, le premier rappeur et tout, tu vois, le premier rappeur. Donc tu vois. Et tout ça, je voulais remettre dans un livre et que ça rappelle des souvenirs des fois à des gens et que d'autres puissent découvrir un petit peu tout ça. Donc, et encore, comme on en parlait tout à l'heure en off, on va dire, je pense que c'est un premier volume. Parce que. Ouais, moi, j'ai quand même parlé de beaucoup de choses, quand même. Ouais, mais je pense qu'il y aura peut-être une suite, parce que vu tout ce qu'il y a dedans déjà, je pense que. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. J'en ai dit beaucoup. Je pensais pas. Je savais ce que je voulais faire dès le début, en fait. J'avais déjà l'idée, pour expliquer un peu la genèse du livre. J'avais pas du tout eu l'idée de faire un livre un jour. C'était même pas dans mes plans, en fait, tu vois. J'étais tellement encore pris dans ma passion pour le DJing et tout ça, tu vois, que j'étais pas là-dedans. Et puis c'est une rencontre avec un gars qui s'appelle Tonton Gibbs, qui est un YouTuber sneakers. Moi, je suivais. Et on s'est rencontrés. Et lui avait déjà sorti 3 livres chez Larousse. Il vient de sortir son 4e, enfin 3 et demi, parce qu'il y en a eu qui s'était envolé de 0, qui s'appelle Sneakers, incroyable record. Et en fait, quand on a commencé à se fréquenter, tu vois, il m'a dit, ouais, tu devrais écrire un livre sur Watt. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais et tout. Et tu parlais de légitimité. Je me suis dit, non, je suis pas assez big, tu vois, je suis pas cut killer, tu vois, pour écrire un livre sur moi. Par contre, un livre sur DJing, tu vois, direct, ça m'a fait tilt, en fait. Je me dis, un livre sur DJing, ça peut être intéressant. Et j'ai commencé à cogiter le truc. Et 2 mois et demi sont passés, presque 3, le temps que, tu vois, me dit, bah, si tu veux, je te présente la Larousse et tout. Moi, je commence à cogiter le truc, mais on dilettante, tranquille. Mais je commence à cogiter à tout ce dont je parlais. Puis le rendez-vous chez Larousse arrive. Je leur explique, et là, ils me disent, banco, viens, on y va, on est chaud, ça a l'air super intéressant et tout, on y va. Et voilà, tu vois, j'aurais jamais pensé le faire, et au final, je me suis pris au jeu, quoi, tu vois, je me suis vraiment pris au jeu, et voilà, ça s'est fait. Alors, je l'ai pas annoncé, je n'ai dit à personne jusqu'à ce que je livre le livre, tu vois, le contenu, tu vois, parce que j'avais peur de pas y arriver, tu vois, en plus, j'étais je l'ai fait assez vite, en fait, tu vois. Donc, j'avais que quelques mois pour le faire. Et franchement, je pense qu'un livre comme ça prend au moins 1 an et demi à faire. Donc, j'ai bossé nuit et jour, vraiment. Quand on voit pas sûr d'y arriver. Puis, j'avais écrit le livre. Alors, même si, on parlait de mes études, même par mes études, si je veux, j'arrive à me concentrer. J'ai un esprit très cartésien et je sais exactement comment tout faire et tout, tu vois. J'étais pas bon déjà en français à la base. Hein. J'ai eu 9 et 9 en bac de français. Mais toute cette expérience, en fait, et puis le fait d'avoir travaillé en tant qu'ingénieur et tout, ça m'a permis vraiment de structurer ma pensée et de pouvoir plus facilement écrire le livre où je faisais mes recherches sur tel domaine. J'avais déjà vraiment tout le plan détaillé dès le début. Et tout le squelette. Donc le squelette, j'avais tout. Alors il y a eu beaucoup de recherches, surtout que au début je voulais faire que sur le hip-hop. Larousse, pareil, m'a suggéré de faire l'électro en même temps. Et en fait, je regrette pas du tout parce que c'est vrai que dans l'histoire, les deux sont très liés au niveau musical, mais au niveau même des DJ qui à la base étaient hip-hop, qui sont devenus électro, Guetta, Bob Sinclair, et tous des DJ hip-hop. Et de fait aussi par le fait que ces 2 mouvements musicaux ont été diabolisés, tu vois, pas reconnus par la société.
tu vois, ont dû se battre. Ça a été compliqué, tu vois, pour plein de choses. Pour d'autres clichés, nous, on avait des clichés sur la violence, le sexe, les ghettos, j'en sais rien, tu vois. Eux, ils avaient des clichés sur les homos, sur la drogue. Tu vois, ça a été compliqué pour les deux cultures de s'imposer et de se faire une place dans la société, tu vois. Maintenant, ça semble évident quand on parle de DJ électro, ça semble évident quand tu vois que le hip-hop est une musique mainstream, mais ça n'a pas du tout été le cas, quoi, pendant très longtemps. Donc, elles ont cette chose en commun, et puis elles ont cette chose que c'est vraiment les DJ qui sont à la base de ces deux mouvements musicaux et qui les ont fait vivre, qui les ont amenés dans les clubs, qui sont battus pour vraiment des passionnés, tu vois. En fait, très très bien. Je suis très content d'avoir fait les deux pendant. Moi, j'avais une petite question, tiens. Ouais. Parce que si vous regardez bien, il y a une belle photo. Cette photo, c'est la photo? C'est moi, de dos, justement, à la Paris La Défense Arena, c'est le nom You Arena, en première partie de DJ Snake. 48 personnes. Et ouais. Et pourquoi le choix de cette photo? Donc c'est pas un livre sur moi, même si je raconte un petit peu de ma vie au départ pour justement mettre un peu parler de légitimité, mais un petit peu pour légitimer le fait que je me prenne la plume pour écrire un livre sur le DJing, mais aussi pour expliquer mon parcours, pour qu'on prenne les difficultés d'un mec qui a une passion pour le hip-hop puis par le DJing, et qui m'amène jusqu'à écrire ce livre, vouloir prendre la plume pour écrire ce livre. Pourquoi cette photo? Au départ, je voulais pas me mettre dessus, en fait. Je voulais pas me mettre en avant. Et je suis pas vraiment en avant parce que je suis dos, j'aurais pu. C'est une belle photo, hein. C'est une belle photo. Et puis on a testé plusieurs photos. On avait testé une avec Dynasty à l'époque. Après on avait testé une qui était incroyable de Guetta aussi, tu vois, en mode apôtre comme ça, un peu la vision cliché qu'on a et tout. Et puis j'avais cette photo et franchement elle rendait bien, tu vois. Et puis comme c'était pas facile, les droits des photos, tout ça a été très compliqué et tout. On s'est dit, bon, allez, on part sur ça là. C'est mon livre. Ouais, je me mets dessus. Allez, c'est pas grave. Allez, on y va. Et franchement, je suis content parce qu'elle a un beau rendu. Ouais. Que je perds un peu mon pantalon, mais ça, c'est autre chose. Mais sinon, elle a un beau rendu. Puis le bleu, il est vraiment magnifique, quoi. Le livre, quand il est en rayon, tu le vois directement. Tu vois. Puis Snake, il a dû dire, c'est une belle dédicace aussi pour Snake. Ouais, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Snake, que je connais depuis un moment, qui maintenant est dans l'autre sphère. Il est toujours les pieds sur terre. Et là, toujours les pieds sur terre. Il a toujours bossé avec les mêmes gens, les mêmes équipes. Il a toujours été proche des gens qu'il a côtoyés et tout, tu vois. Et j'ai au téléphone, en fait, une semaine avant, tu vois. Il me fait, ah, tu veux venir à mon concert et tout. Je fais, ah, je suis chaud. Et il dit, ah, mais attends, je remercie Régis qui me l'a passé au téléphone. Il dit, ah, mais j'ai peut-être une idée, ça te dirait de faire ma première partie? Juste comme ça, on était au téléphone, comme ça. Normal. Une semaine avant. Je fais, bah, vas-y, mec, je suis chaud. Ok. Et en fait, lui, ce qu'il voulait faire, parce que maintenant, il est forcément beaucoup plus connu pour son côté électro, justement, où il fait des gros festivals électro. Mais c'est un mec du hip-hop, du pop à la base. On a fait beaucoup de soirées, on était en compétition, on s'appelait à l'époque. Oh, j'ai des morceaux. Tout le monde parlait tout à l'heure, où il n'y avait pas de record pool de MP3, où c'était dur de trouver des sons. Mais on avait tous nos petits sites qu'on cachait un peu à l'époque et tout, pour aller diguer des trucs incroyables. Et on s'envoyait des messages, on s'appelait à l'époque pour dire, oh là j'ai des morceaux, mec, t'es pas prêt. J'ai des trucs et tout. Et bon, bref, c'était lui, c'est un fou, c'est un passionné aussi, il est très très bon DJ. Et en fait, il voulait que je fasse un set hip-hop pour rappeler ses débuts. Un petit hommage à justement ce qui l'a amené à devenir DJ et ce qui l'a amené là, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, vraiment tout simplement, quoi. Naturellement. Ouais, Et dans ce livre-là aussi, tu parles aussi de l'arrivée de la nouvelle technologie. Autant dans les ordi, Serato, tout ça, comparé au vinyle, des bacs de vinyle avant. Et aussi, les réseaux sociaux, enfin, tout ça. Et est-ce que pour toi, c'est plus facile maintenant d'être DJ, de devenir DJ, ou alors au contraire, c'est plus difficile de rester DJ? Bonne question. Évidemment, c'est plus facile techniquement parce que quand tu prends Serato ou Recordbox
bah voilà, t'as ta forme d'onde, donc visuellement déjà tu peux t'appuyer sur quelque chose, alors qu'avant tu ne le faire que à l'oreille. T'as ton BPM qui est déjà calculé, t'as ta clé, tu vois, si tu mixes en clé. Moi je mixe en clé même en hip-hop, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais je mixe, ça se fait beaucoup en C'est électro. par rapport à la tonalité, c'est La ça? tonalité, ouais. D'accord. Donc je fais grave attention à ça, tu vois. Euh, t'as tout, enfin, tu vois, c'est beaucoup plus facile, le matériel, il marche beaucoup plus facilement. T'arrives avec une clé maintenant, tu vois, les DJ qui sont sur CDJ, ils arrivent avec leur clé, et ça y est, c'est fini, il y a tout, tu vois. Mais moi, des fois, je suis jaloux parce que je me dis, putain, moi, j'ai mon ordi, mes phases, mes trucs, mes disques, mes machins. Eux, ils arrivent avec leur petite clé, tu vois, Bim. c'est fini. Je fais, what the fuck? Mais, mais forcément, techniquement, c'est plus facile, d'autant plus que il y a plus besoin d'avoir cette dimension technique pour être respecté. T'as la sélection qui joue beaucoup plus, tu vois, que avant, entre parenthèses. Avant, ta sélection, Mm. parce que tu arrivais à trouver des sons que les autres n'arrivaient pas à trouver. Maintenant, c'est parce que tu arrives à trouver des remixes à des sons de foot, à des trucs là, qui vont te différencier, où tu vas passer plein de sons de, tu vois, tu vas toujours être à la page. Mais il y a l'image qui maintenant joue, alors qu'avant l'image, c'est pas qu'on s'en foutait, tu vois, mais Ouais. il n'y avait pas besoin de travailler cette image. L'image, c'est 80% maintenant d'un DJ, vraiment, tu vois. Si tu peux être un gros DJ merguez, Mhm. si tu fais des belles vidéos, ce que je fais pas assez, si tu fais des belles vidéos, des beaux trucs et tout, tu peux te vendre sur les réseaux sociaux à n'importe quel prix et à travers le monde, tu vois. Mhm. Donc, mais après, bon, bah, ouais. Bien, faut assurer une fois que tu es derrière les platines. Donc, peut-être que tu vas réussir à te faire boucler, mais est-ce que tu vas réussir à tenir ta soirée? Et c'est là que il y a encore du travail. Donc, en une après-midi, tu peux devenir un DJ. C'est-à-dire télécharger ton logiciel et tout. Donc, ça, c'est facile. Mais il y a un truc que qu'il te faut beaucoup de temps, des semaines, des mois, voire des années pour certains d'expérience, pour le comprendre. C'est comment lire ta foule. Donc, tu vois, si Ça. tu vas faire un guest pendant une demi-heure, t'envoies tous tes tubes et c'est bien. Mais lire ta foule du début à la fin de la soirée et les comprendre, et savoir analyser, quand tu les perds, Mhm. comment les rattraper, réfléchir à toi, tout ça, ça demande quand même de l'expérience. Salut DJ Dirty Swift, t'es content de me voir? Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens, dans un premier temps, pourquoi on t'appelle Narcolip Swift? Et dans un second temps, est-ce que tu pourrais raconter comment t'as terminé après la dernière bavardance? Le petit talk show que je fais entre DJ, avec des amis, avec des copains, dans la joie, dans la bonne humeur. Raconte-nous juste comment t'as terminé quand t'es passé dans la bavardance. Bisous. Il faut savoir que cette personne, DJ Muxa, est une mauvaise personne. Est une mauvaise personne, ce n'est pas un ami. C'est vraiment le mal incarné. Il veut toujours te mettre dans la sauce. Et c'est ce qu'il a fait. Donc pour commencer, ouais, Narcolip Swift, c'est un surnom qu'on m'a donné. Parce que comme vous savez, vivre dans la nuit, c'est dur. Trouver des temps de repos, c'est dur. Et moi, je n'ai aucun problème pour m'endormir. Et c'est vrai que je m'endors très vite, un peu n'importe où. Et, et je me souviens qu'une fois, on était parti en soirée, donc fin fond du 7-7, vraiment très loin. Et c'est lui qui conduisait. Il fait, bon, moi, je veux bien conduire, mais sur le retour, tu t'endors pas. Ah, frère, t'inquiète, je m'endors pas, pas de problème. On n'est même pas sorti du parking que je dormais déjà. Donc, il m'en veut. Et tout le monde m'appelle Narcolip Swift, parce que vraiment, je m'endors, mais Ah ouais. vraiment, une seconde, frère. Moi, j'ai 6 enfants. Il faut que je trouve des temps de récupération. J'avoue, dès que tu peux, N'importe boum. quand. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Et le deuxième point, la bavardance, on a très mal fini. Et je lui en veux beaucoup. Donc, cet enfoiré nous invite dans un podcast, comme le tien, mais en même temps, il nous fait boire, mais en mettant beaucoup de soda pour pas qu'on sente le goût. Et c'est vrai que je suis pas le dernier à boire beaucoup de soda avec des bulles, mais là je me suis fait vraiment avoir. Je me suis fait vraiment avoir et ça a très mal fini. Alors je dirais pas exactement où j'ai fini parce que je sais où il veut m'emmener et c'est vraiment un salopard. Je t'en veux beaucoup, Muxa, si tu me regardes. Attention à toi là. Mais oui, j'ai mal fini. Donc je sais même pas ce que j'ai raconté dans la bavardance. Mais je pense que c'était beaucoup moins intéressant et
Mais on peut le retrouver en podcast. Oui. Replay, tout ça. Ouais. Oui. On est très bien ici. On a bien parlé ici. Voilà. J'ai pu articuler, chose que je ne suis pas sûr d'avoir fait sur la fin de la bavardance. Ah ouais. L'articulation était beaucoup plus difficile. Voilà. La bouche était pâteuse. On va écouter la deuxième anecdote. Oh, alors, là, du coup. vous faites peur, les gars. Ah, c'est vraiment un beau livre. Bon les gars, je vous fais découvrir ma petite salle de montage ici là. C'est là qu'on prépare les images NBA, il y a tous nos posters, tout ça, c'est notre chambre d'enfant un petit peu. Et si vous devez savoir un truc à propos de Swift, c'est que c'est un mec qui a l'esprit ouvert tout le temps. C'est un dingue de NFL, de NBA, de foot américain, de tout ça, de sport américain en général. Mais en général, lui, il regardait pas le basket européen. Et ben pendant la Coupe du Monde, l'été dernier, il m'a écrit un jour, il m'a dit bah tu sais quoi, là je suis en train de regarder l'équipe de France, t'es en train de me faire kiffer et tout. Et c'est ça que je trouve cool moi avec toi Erwan, c'est que t'es capable de garder l'esprit ouvert et ça se ressent dans ta musique aussi quand t'es en train de mixer des trucs qui viennent d'un peu partout. Moi je trouve ça charmé. Donc maintenant, par contre, si on doit être sérieux une seconde, Swift, tu vas me répondre, quand est-ce que tu me rejoins dans la team et que tu deviens fan des Lakers? Franchement, ça fait plaisir. Merci Rémi, ça c'est mon gars. Très très fort. Comment réagir à ça? Bah ouais, bah c'est ce que je te disais, je suis hyper curieux, tu vois, donc bah j'espère que ça se ressent, donc je suis content que lui-même aussi le ressente. Je suis vraiment à l'écoute de tous les genres musicaux, de tout ce qui se fait, que ce soit dans l'hip-hop, mais j'écoute aussi ce qui se passe à l'extérieur. Bon, moi, tout ce qui est pop et variette, ça me touche moins, tu vois, mais j'écoute vraiment tout, vraiment, Ouais. et je suis hyper curieux et dans plein de choses, et dans le sport aussi, et je suis un gros fan de Rémi, de NBA Extra. Je regarde ça tous les jours, vraiment de manière assidue, vraiment. Je te disais au Club Killer Show, le vendredi à 20h, Ouais. tu te trouvais chez moi, bah tous les jours à 12h45, je me dépêche pour rentrer chez moi et regarder NBA Extra avec Rémi et toute la team. Donc voilà. Et pour ce qui est des Lakers, bien sûr que je suis fan des Lakers. En fait, je suis fan de toutes les équipes où il y a LeBron. Donc, j'ai été fan de Miami, des Cavs, de Miami, des Lakers maintenant. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment d'équipe. À l'époque, c'était les Bulls quand même, parce que j'ai tellement de Jordan. Et les Bulls, c'était. Je pense qu'on était beaucoup, les Bulls, à l'époque. Ouais, Chicago Bulls, ça avait rien de mieux. À un moment, j'ai eu ma petite période Warriors, parce que Steph Curry, je le trouve vraiment incroyable, tu vois. Là, je me mets à regarder des matchs des Spurs, alors que je ne regardais jamais les. Parce que Wemby. Parce que j'ai jamais été fan du jeu des Spurs, justement parce que c'était peut-être trop européen, trop académique. Mais en regardant la Coupe du Monde, justement, j'ai retrouvé j'ai vraiment kiffé en fait ce que j'aimais pas, ce côté académique et tout ça. Et en fait, ça m'a fait kiffer cet été parce qu'il y avait des systèmes, parce qu'il y avait des passes, alors que la NBA, autant il y a des individualités fortes, il y a des joueurs exceptionnels, mais souvent voilà, c'est beaucoup de 1 contre 1, beaucoup de shoot à 3 points. Alors forcément, c'est tu vois, nous ce qui nous impressionnait à l'époque, c'était des dunks. Maintenant, c'est des shoots à 3 points de n'importe où, tu vois. Les dunks, ça fait toujours plaisir. C'était avoir de la détente. Tu vois, mais les shoots à 3 points en ce moment, c'est depuis surtout depuis les Warriors, Steph Curry, à chaque fois moi je saute de mon fauteuil, je deviens dingue. Et maintenant, c'est même plus le seul à faire. Il fait toujours des trucs exceptionnels. Mais Trae Young, tout ça, les mecs, ils shootent, ils se mettent au milieu du terrain, ils shootent, et même Wemby, il arrive. Là, tu dis, oh. Le mec, il shoot de 3 points, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai moins été fan des Spurs, mais en ce moment, je regarde pas mal de matchs des Spurs parce que j'ai envie de voir notre Wemby national, comment il s'en sort. Il est encore pas très bien utilisé, je trouve, mais si on veut parler de NBA, mais ça va venir. Popovic a dit qu'il était en observation pour l'instant. C'est un peu bizarre, mais il est encore en observation pour savoir comment il va l'utiliser. Allez, on a encore une troisième anecdote. Troisième. Et big up à mon gars, Rémi Robertson. Très très fort. Yo, my man, Dirty Swift, Dirty Swift. On te connaît comme étant un très, très, très bon DJ. Mais est-ce que les gens, ils savent que t'es un très, très bon danseur? Va pas dire que c'est faux, hein. On a les preuves. Magnéto, Serge.
DJ Nonem. Mauvaise personne aussi. Hein. Une très mauvaise personne. Non. C'est une des raisons pour lesquelles je suis derrière les platines. C'est que je suis vraiment très mauvais danseur. Franchement, je suis vraiment... Ah, mais ça passait bien, là, ça va. Hein. Non, le Snaky Legs était complètement pourri, là. On n'est pas du niveau des carrières. Non, franchement, parce que moi, à la base, je suis quelqu'un de discret, timide, tu vois. Et j'avoue que ça me convenait à la base, les platines. Tu vois, t'es caché, t'es là. Alors, j'aime bien faire la fête, j'aime bien danser, mais je suis vraiment très mauvais danseur, vraiment, il a raison. Donc, big up à DJ Nonem, qui m'a ressorti une anecdote. Pour la petite histoire, juste pour le recadrer. C'est vrai que j'ai eu quelques DJ que j'ai pris dans mon entourage, j'ai pris sous mon aile. Des fois, ils se retournent un peu contre toi et tout. Je sais pas comment t'expliquer, mais ils sont pas tous loyaux. Et j'ai eu quelques mauvaises expériences à ce niveau-là. Et quand Nonem, que j'appelais JH à l'époque, est arrivé, commençait à traîner avec moi, il venait partout avec moi aux soirées, et que c'est un gros fan de DJ et de mix, et qu'il a voulu, qu'il a commencé à se mettre à mixer et tout ça, tu vois. Il était tellement gentil, une tellement bonne personne. J'ai dit que c'était une mauvaise personne, c'est pas vrai, mais que j'ai pris sous mon aile. Je l'appelais mon padawan et je l'emmenais partout avec moi et je sais faire mes premières parties. Je me rappelle de cette époque où je voyais tout le temps dans un tout le temps. C'est les binômes. Et on était vraiment tout le temps et c'est bien marré en plus parce qu'on est vraiment des potes dans la vie. Snake, il était là, c'est sur le livre là d'ailleurs. Là, c'est son bras là, tu vois. Donc il est un peu sur la couverture. Et maintenant lui il est à La Réunion. Là, il est retourné habiter à La Réunion après le Covid où ça a cassé la tête à tout le monde. Et ils s'en sortent super bien. Je suis hyper méga fier de lui. Ils s'en sortent super bien en tant que DJ. Et il est bon. Hein. Il est bon. Il a tout de suite été très bon. Il a beaucoup travaillé, très observateur. C'est vraiment, tu vois, et très fier de lui. Donc, tu vois, je suis content. Je suis content de l'avoir pris sous mon aile et que de là où il en est maintenant. Vraiment content. Je sais que je l'avais calé pour des soirées. Et franchement, j'avais écouté déjà par ton biais. Justement, j'avais découvert par ton biais. Et après, je me suis dit, oui, je vais le caler parce que humainement parlant aussi, humainement, il est incroyable, tu vois. Puis je lui ai expliqué tout, tu vois, au niveau, tu vois, de construire une soirée, l'importance du warm-up, d'amener les gens dans l'ambiance, tu vois, comment maintenir justement cette énergie et tout. Tu vois, j'ai essayé de lui faire comprendre ça, tu vois. Et il a appris très très vite surtout, quoi. Donc, il a été bon assez vite. Et, de toute façon, il était là tout le temps, donc. C'est clair. Il n'y avait pas d'autre choix que d'apprendre et d'observer. C'est clair. Mais bravo à lui. Bon, on va finir sur un quiz, justement, par les name. Tranquille. Mais on va finir tranquille. C'est, justement, les artistes ou les DJ ont un surnom, un nom de scène. Mais à ton avis, quels sont leurs prénoms? Leurs vrais prénoms, la vie civile? Bon, on va être gentil, on va commencer tranquille. Avec Notorious B.I.G. Alors, j'ai des propositions, hein, quand même. Je l'ai. Non, mais je sais, mais j'ai des propositions, quand même. Peter? Christopher? Ouais. Murder ou Jennifer? C'est Christopher Wallace. Yes. Ça, je mets quand même. Allez. Pour Oxmo, tiens. A, c'est Baidi. Baidi. B, Issa. C, Abdoulaye. D, Moussa. On dit la première? Toujours face à l'envers. Hein. Baidi. Baidi, Issa, Abdoulaye ou Moussa. Putain, mais c'est pas du tout, quoi. Ah. Bon, t'as fait tes mixtapes avec lui et tout à l'ancienne, mais tu l'as appelé Oxmo, quoi. Ouais, j'ai appelé Oxmo, comme il y a plein de gens qui m'appellent Swift et que je m'appelle Erwan, tu vois. Même ma soeur m'appelle Swift maintenant, donc je vais dire Baidi. Et non. Non. Abdoulaye. Ouais, je sais. Ah, une chance sur lui. Vas-y, tu vas me tuer. Nekfeu. Ouais. Ça, je l'ai su aussi, mais j'ai oublié. A, Ben. B, Sven. C, Ken. D, Nem. Franchement. Je répète, il y a Ben, Sven, Ken, Nem. C'est Sven. Non. Pas du tout. Je sais rien du tout. Franchement, je sais pas. Putain, les gars, vous me mettez dans la sauce, là. Moi, je suis pas un grand fan de Nekfeu. On va dire à l'époque, c'est un mot qu'on utilisait beaucoup. On utilise encore ça, ce mot. Quoi, Ken? Bien sûr, on l'utilise. Ouais. Est-ce qu'on le fait? Je sais pas. Hein? Mais on l'utilise. C'est Ken. Allez, la dernière question. Bien sûr, on l'utilisait pour Tekken. Hein, voilà, c'est ça que je veux dire. Exactement. Allez, dernière question. Allez, facile. Allez, Cut Killer. DJ Cut Killer. Ouais. Voilà. Je sais. Ou alors, A. Est-ce que c'est Balthazar?
B, est-ce que c'est César? Ouais. Est-ce que c'est Gaspard? Gaspard. Ou D, Est-ce que c'est Anouar? est-ce que c'est Anouar? C'est Anouar, évidemment. Vas-y, mortel. Ouais, je Voilà. me connais plus en DJ que les autres. C'est Bon. bon. Au moins, t'auras appris pour Nekfeu et Oxmo, maintenant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, Non, Oxmo, c'est bizarre que je pas fait attention. Oxmo, ça me va Ouais, bien. ouais. Ça lui va bien, Et Oxmo. Oxmo, ça sonne tellement bien que t'as pas envie de chercher à savoir comment il s'appelle. Tu dis Oxmo, Oxmo, Oxmo. Oxmo, c'est bien. Grave. En tout cas, Erwan, aka Dirty Swift, Yes. c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, hein, merci. Merci Un pour vrai ton plaisir. temps. Un vrai plaisir. On rappelle la sortie de ton livre. Ouh, Culture DJ. Sur DJ qu'on peut retrouver partout. Amazon, Fnac. Fnac, Culture. Des petites librairies aussi, faut pas oublier. Ouais, pas oublier Ouais. une petite librairie. Il est vraiment, vraiment partout. Donc, allez choper ça si vous, déjà, si vous êtes DJ, j'espère que tu vas le prendre. Si vous vous intéressez un petit peu à la culture, si vous êtes sorti, si vous avez côtoyé des DJ, écouté des émissions de radio incroyables. Enfin, il y a tellement de choses. Et le but, c'était vraiment de faire découvrir notre univers, notre métier, parce que c'est vraiment un métier, Ouais. et notre culture. Parce qu'on est une culture. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand on achète le livre, on peut même aller te voir quand tu mixes quelque part et que tu le dédicaces direct. Ouais, ça, sans problème. J'ai toujours mon postcard avec moi. Toujours. Époque VTPK. Et sans problème, je dédicace. Voilà. Il y a des belles photos aussi. On ne l'a pas dit, mais il y a de très très belles photos. Merci à tous les photographes qui m'ont fourni. Je regarde, merci, on peut. Qui sont incroyables. Big up Anthony Glacia d'ailleurs. Je montre un extrait, hein. Hop. Wow. Il y a des photos perso, il y a des photos, Ouais, de ouais. grands Très bien fourni. photographes de DJ. Il y a beaucoup de contenu évidemment, 288 pages. Ah. Et Sydney Dynasty. les Ah, paniers et les boss. Voilà. En tout cas, Culture DJ. Yes. Merci. Hein. Merci. Merci à toi. Merci aussi à Jérôme à la technique, à la Réal. Big up, Il était Jérôme. là. Et puis à bientôt pour un prochain podcast de chez NU avec Tony. On est là. Portez-vous bien. Restez connectés. Alors dire.